C'est bon, Marie-Laure. C'est bon, t'inquiète pas. Non, non, c'est bon. Bonjour à tous, bienvenue en ce mardi. C'est vrai que le jour est un petit peu particulier. C'est les vacances de Noël, donc on s'est dit qu'on pourrait rajouter quelques rendez-vous avec vous. On s'est déjà vu hier pour la conjonction Jupiter et Saturne. On se retrouve donc aujourd'hui pour un Astronomer at Home un petit peu plus classique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir alors quelqu'un, un invité qui était déjà venu il y a 6 mois et que j'ai le grand plaisir de réinviter. Il s'agit d'Antoine Caz. Bonjour Antoine. Bonjour Pierre, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde justement, bonjour Yo, bonjour Général Lee, bonjour Utien, Scoutella, Annebot, Mélix, Mouche, Raphaël, Cygnus, et puis les autres qui vont certainement se joindre à nous petit à petit au fur et à mesure que l'heure va avancer. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui est un peu particulier. Il s'agit d'une des particules les plus élusives et les plus fantomatiques de l'univers. Aujourd'hui, nous allons parler des neutrinos avec Antoine. Antoine, qui est donc physicien, maître de conférence à l'IP2I, à l'Institut de physique des deux infinis. Ça se trouve à Lyon. Euh, et justement, ben, Antoine, ces fameux neutrinos, c'est un sujet que toi tu connais bien, tu as un petit peu travaillé dessus. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? La dernière fois, on avait démarré bille en tête, on n'avait pas trop parlé de toi. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on devient physicien et comment est-ce qu'on vient chatouiller un peu les particules? Alors, je dirais presque qu'il faut tomber petit dans la marmite parce que c'est une passion. C'est une passion. Et puis après, comment est-ce qu'on arrive à en faire un métier? Il y a les études. Des études, donc si la passion c'est la physique, les études c'est les études de physique fondamentales, suivi d'un doctorat qu'on appelle une thèse plus généralement. Et il se trouve que j'ai fait mon doctorat sur la physique des neutrinos, sur une expérience qui s'appelait Opéra autrefois et qui cherchait à étudier une des propriétés de cette particule énigmatique dont on reparlera à la fin de l'émission. Et donc voilà, j'ai fait ma thèse là-dessus, suivi d'ensuite ce qu'on appelle des post-docs. Donc voilà, j'ai enchaîné des CDD jusqu'à ce que je tombe sur un CDI, D'accord. c'est-à-dire un poste de maître de conférence. Donc voilà. Et maintenant, j'enseigne à l'université et je fais de la recherche. Et puis depuis, j'ai évolué, je ne travaille plus dans les neutrinos, mais dans d'autres parties de la physique des particules. Et ça, une des beautés de ce métier, c'est qu'on peut changer de thématique, pas trop souvent, mais de temps en temps quand même. Régulièrement, d'accord. Plusieurs personnes nous ont rejoints. Donc on a Mius, c'est Adrien qui est aussi médiateur scientifique au Planétarium, qui est là avec nous. Bonsoir Adrien. Apocalypse, Inerta. Donc voilà, tout le monde est là. Tout le monde est là justement pour parler de ces fameux neutrinos. Alors, si j'ai bien compté, des neutrinos, chaque seconde, chaque centimètre carré de votre corps est traversé par environ 1000 milliards de neutrinos. Donc on baigne littéralement dans une mer de neutrinos que pourtant on ne sent absolument pas. Alors justement, d'où ça vient ces neutrinos? Alors, ils viennent de plein de sources différentes. Et en fait, comment est-ce qu'on les a découverts? Comment est-ce qu'on les a imaginés? C'est pour résoudre un problème. Et ces particules, ces neutrinos, ce sont des particules qui nous intéressent tant, c'est que à peine on a commencé à comprendre quelque chose d'autre, qu'elle repose un problème fondamental, qu'on met un petit bout de temps à résoudre, et puis on est content et ça repose un nouveau problème. Et depuis le tout début, c'est comme ça. D'accord. Alors, si je vous parle du premier problème, il venait pas du neutrino, puisqu'on ne connaissait pas le neutrino à ce moment-là, il venait de la physique nucléaire. On se place dans les années 30, au cours des années 20 et dans les années 30, à une époque où Pierre et Marie Curie et Becquerel ont découvert la radioactivité,
Et il y a un problème dans cette radioactivité. Alors, la radioactivité, déjà, on peut peut-être partir de là, qu'est-ce Oui. que c'est? Qu'est-ce que c'est que la radioactivité? Qu'est-ce que c'est que la radioactivité? Donc, on sait que la matière est composée par des atomes. Et en fait, un atome, c'est un noyau composé de protons et de neutrons, et puis des électrons qui tournent autour de ce noyau. À l'époque, on ne savait même pas que le noyau est composé de protons et de neutrons. On sait qu'il y a un noyau et qu'il y a des électrons. Et ces noyaux, certains sont stables. Ça veut dire que si vous prenez du carbone 12 et que vous lui faites rien, il ne se changera jamais. Il restera carbone 12 tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient y toucher. Mhm. Et puis, il y a d'autres atomes, d'autres noyaux, qui, eux, sont instables. C'est-à-dire que si on prend un carbone 14, par exemple, qui ressemble beaucoup à un carbone 12, c'est un carbone 12 avec 2 neutrons en plus, lui, si on le met quelque part et qu'on n'y touche pas, il va se transformer tout seul, naturellement, au bout d'un certain temps. Et ce certain temps, c'est un temps qui peut être très court ou très long. Pour le carbone 12, pour le carbone 14, c'est 2500 ans. Pour d'autres choses, c'est quelques millisecondes. Pour d'autres choses, ce sont des milliards d'années. Donc, il y a de tout dans la matière. Mais voilà, il y a des noyaux qui ne sont pas stables et qui se désintègrent. Et ça, donc, c'est ce que Pierre et Marie Curie et Becquerel ont découvert. C'est ce qui leur a valu le prix Nobel pour la radioactivité. Et depuis, on étudie la radioactivité. Et qu'est-ce que c'est que cette transformation? En fait, il y a plusieurs types de radioactivité et on va regarder ce qui s'appelle la radioactivité bêta. La radioactivité bêta, c'est quand vous avez un des neutrons du noyau qui se transforme en proton. Alors, un neutron, c'est neutre, comme le nom l'indique. Un proton, vous le savez peut-être, c'est chargé positivement. Donc là, on a créé, enfin, il se crée dans le noyau une charge positive. Il faut contrebalancer ça par une charge négative. D'accord? C'est-à-dire que si le neutron était neutre au départ, s'il devient positif, c'est forcément que quelque part il y a autre chose de négatif qui est parti pour que la neutralité initiale se conserve. Voilà, exactement. Ok. Et cette chose négative, c'est un électron. Et en fait, c'est comme ça qu'on détecte la radioactivité, où il y a le noyau qui change de nature et un électron. Et un électron, c'est tout petit, un électron. Un électron, c'est 2000 fois plus léger qu'un proton ou qu'un neutron. Donc c'est vraiment très petit. Et l'électron, il se trouve éjecté simplement du noyau et il part. Et comme il part, il sort de la matière et on peut le détecter. C'est comme ça qu'on a découvert la radioactivité, c'est parce qu'il y a des électrons qui sortaient. On prend un petit caillou radioactif, puis des électrons en sortent. Et si on met un détecteur, on arrive à voir ces électrons qui sortent. Je t'ai Et mis à le. l'époque, on a déjà, Non, je oui, t'ai j'ai mis. vu Ouais. le schéma où il y a les différents types de radioactivité. Il y a ce qu'on appelle la radioactivité alpha, la radioactivité bêta moins, et en dessous, je vois, c'est gamma, C'est j'imagine. gamma, tout à fait. Gamma. Donc, voilà, c'est différents types de radioactivité. Et cet électron qui sort, à cette époque-là, on l'a déjà découvert que les trois types, et on a déjà compris qu'il y avait des électrons qui sortaient. Alors, maintenant, si tu veux, tu peux mettre la petite vidéo Oui. de la désintégration bêta qui montre un petit peu cette idée. C'est-à-dire qu'on a le neutron, donc qui est en bleu, qui va se Voilà, transformer en proton positif et qui largue un électron négatif. Si du neutre crée du positif, il faut forcément qu'il y ait du négatif à côté. D'accord. voilà, c'est ce qu'on voit. Eh bien, maintenant, je vais faire une chose qui est interdite en vulgarisation scientifique. Je vais vous mettre une équation. Alors, une équation, mais une équation, je vais le faire pour deux raisons. La première, c'est parce que c'est un des concepts les plus fondamentaux de la physique. C'est ce qu'on appelle la conservation de l'énergie.
le concept le plus profond de la physique, ce sur lequel tout repose. Si jamais ce concept n'est plus vrai, tout s'écroule. Donc c'est un concept vraiment important, c'est la conservation de l'énergie. Autrement dit, si j'ai quelque chose d'isolé, l'énergie que j'avais au départ doit être égale à l'énergie que j'ai à l'arrivée. C'est un peu le rien ne se perd, rien ne se crée de Lavoisier, qui était là pour la chimie. C'est la même idée, c'est qu'on avait de l'énergie au départ, on a la même quantité d'énergie à l'arrivée. D'accord. Donc maintenant, si on applique cette loi À ce que notre endroit. à mon voilà, à ce endroit. Alors pour l'exemple, j'ai pris du cobalt 60. C'est un autre noyau. Je Au te départ, donne l'image. merci, au départ, on a juste le noyau, tout seul, qui fait rien. Donc la seule énergie qui est présente, merci Monsieur Einstein, c'est son énergie de masse. C'est m au carré, la masse du cobalt 60, c'est la masse du cobalt 60 fois la vitesse de la lumière au carré, mc2. Et on n'a que ça. Ça c'est avant. Après, on va avoir la masse du noyau qui s'est désintégré, c'est du nickel 60. Donc pareil, m nickel 60 fois c au carré, plus la masse de l'électron. Elle est toute petite, mais bon, elle est là. Mhm. Et puis là, maintenant, on a l'électron qui s'en va. Donc, s'il a un mouvement, il a une énergie cinétique. D'accord? Mhm. Qui est l'énergie qu'on a dans sa voiture quand on roule, etc. Donc, il faut rajouter dans mon équation l'énergie cinétique de l'électron, et puis, en toute rigueur, l'énergie cinétique du nickel également, parce qu'il va reculer un petit peu. Maintenant, en fait, il va reculer extrêmement peu comparé à l'électron, parce qu'il est beaucoup plus lourd. D'accord. Et donc l'énergie qu'on avait avant le égal doit être égale à l'énergie qu'on a après le égal une fois que la réaction est faite. Voilà. Et maintenant, si on regarde bien, si on néglige l'énergie cinétique du nickel, donc on dit ça c'est zéro. On a l'énergie cinétique de l'électron, et puis toutes les autres, ce sont des constantes. La masse du cobalt, c'est la masse du cobalt, c'est pas quelque chose qui varie. La masse du nickel, la masse de l'électron, c'est pareil. Donc en fait, mon équation, pour qu'elle fonctionne, il faut que l'énergie cinétique de l'électron soit toujours la même, égale à la différence de masse entre l'énergie de masse, entre l'énergie de masse du cobalt et l'énergie de masse Du nickel et de l'électron. du nickel et de l'électron. C'est-à-dire Donc que voilà. l'énergie cinétique de l'électron, c'est une constante. C'est-à-dire que sa vitesse est Voilà. constante. Son énergie est la même pour tous les électrons qui sont créés dans le noyau. Voilà. Ok. Donc si une désintégration bêta se produit, une désintégration naturellement, l'énergie de mon électron doit être toujours la même. Ok. Et Ça, c'est ce que la théorie prédit. Oui. on peut la calculer et donc on peut la mesurer pour le vérifier. Et voilà. Et ça, c'est la grande histoire de la science, l'échange entre théorie et expérience. On a une théorie, qui est en plus la théorie la plus fondamentale qu'on ait, qui nous dit l'énergie de l'électron, je peux la calculer, je sais ce que je dois trouver. Très bien, je fais une expérience et je vais regarder ce que je vais trouver. Eh ben, on ne trouve pas du tout ce qu'on attendait. Premier bouleversement, l'énergie de l'électron, elle varie entre presque zéro et puis la valeur qu'on a calculée. Ah mince. Et elle varie même pas de façon homogène. En fait, elle est beaucoup plus à peu près la moitié de ce qu'on a calculé. Donc, si on fait des milliers de désintégrations bêta, si on mesure des milliers de désintégrations bêta, on va trouver très souvent une énergie qui est à peu près au milieu, et puis après une énergie qui est un peu plus grande, un peu plus petite, mais on va pas du tout trouver une constante. Et ça embête énormément les physiciens de l'époque, parce que ça veut dire que, comme en physique, celui qui a raison, c'est l'expérience, c'est pas la théorie, parce qu'on est une science expérimentale, on est une science qui doit décrire des phénomènes réels. Ça veut dire que le principe de conservation de l'énergie, il marche pas. Et donc Donc ça que veut la dire que physique ne tout marche pas. s'écroule. D'accord. Voilà, tout s'écroule. Et les théoriciens de l'époque sont un peu
très déprimé par le fait que tout ce qu'on a construit depuis des centaines d'années s'écroule comme ça sur une expérience. Et pour ça, il va falloir avoir une nouvelle idée. Et cette nouvelle idée, elle va venir d'un physicien très sérieux, mais un petit peu rigolo quand même. Il s'appelle Wolfgang Pauli. Et cette idée lumineuse, il va l'annoncer dans une lettre. Alors en fait, il y avait une conférence à Tübingen, donc les physiciens, ça de tout temps, se réunissent régulièrement pour parler de leurs travaux, pour parler de voilà, de ce qu'ils savent. Et c'est comme ça qu'on avance, c'est en échangeant les idées, etc. Donc il y avait une conférence à Tübingen, mais manque de peau, ce soir-là, il y avait un bal à Vienne. Et donc Wolfgang Pauli, c'est un Autrichien qui était à Vienne. Vous savez que les bals à Vienne, c'est important, plus important que les conférences de physique, donc il ne peut pas se rendre à la conférence de physique. Moi, j'ai essayé de faire ça avec mon directeur de thèse, je lui ai dit j'ai une soirée et tout, ça n'a pas marché. Non, d'accord. Ça explique peut-être pourquoi Paoli a un prix Nobel et pas moi, je ne sais pas. Bref. Donc il va danser. Donc il va danser, mais il écrit une lettre. Cette lettre, il l'écrit en allemand et ça commence par Liebe radioaktiv Damen und Herren. Donc je ne sais pas quel est votre niveau d'allemand, le mien n'est pas très élevé, mais ça veut dire chers amis radioactifs, chers messieurs dames radioactifs. Moi, je n'appelle pas mes collègues radioactifs, donc voilà, pour donner encore une fois le ton de la lettre. Mais derrière, il dit je vous propose un remède désespéré au problème de la conservation de l'énergie. Et c'est et ce remède désespéré, et ce sont ces mots, un remède désespéré, c'est que la désintégration bêta, elle ne se fasse pas avec juste un électron qui s'en va, mais avec deux particules, dont une qu'on ne voit pas. Et ça veut dire que mon équation de tout à l'heure, maintenant, j'ai l'énergie cinétique de mon électron et l'énergie cinétique de cette particule qu'on ne voit pas. Alors forcément, si je le partage tous les deux, c'est normal que je ne retrouve pas toute l'énergie, parce qu'il y en a une partie que je n'arrive pas à voir. Ça veut dire que mon détecteur, il est aveugle à une partie d'énergie, et voilà. D'accord. Donc ça résout... Oui, vas-y. C'est-à-dire que du coup, cette énergie se partage entre les deux. Donc la somme de l'énergie de l'électron et de l'autre particule fantôme, elle vaut toujours celle qu'on aurait dû trouver, mais comme elle se partage aléatoirement entre les deux, on peut avoir des électrons qui ont à peu près n'importe quoi entre 0 et ce qu'on voulait trouver. Exactement. C'est exactement ça, c'est l'idée que propose Paoli. Et il faut bien voir qu'à l'époque, cette idée, elle est vraiment révolutionnaire parce que proposer une nouvelle particule, à l'époque, on ne connaît que le proton et l'électron. Donc en proposer une de plus, c'est énorme. Maintenant, on fait ça facilement, on n'a plus peur, mais à l'époque, c'était quand même assez audacieux de faire cette proposition-là. La deuxième particule, c'est le petit point vert là qui est sur la nouvelle animation. Voilà, c'est ça. La deuxième particule, c'est ce petit point vert. Alors, il va dire que cette particule, si on ne la détecte pas, c'est parce qu'elle est neutre. Et en effet, les détecteurs fonctionnent beaucoup mieux pour les particules chargées que les particules neutres. Donc, il va appeler cette particule neutron. Et il se trouve que quelques années plus tard, le neutron tel que nous on le connaît maintenant va être découvert. Donc, c'est lui qui va prendre le nom de neutron. Et quelques années encore après, un grand génie du XXe siècle, Enrico Fermi, un Italien, va écrire la théorie de cette petite particule de la désintégration bêta. Et comme c'est un Italien, il va appeler ça un petit neutron. Et en italien, petit neutron, c'est neutrino. Donc c'est comme ça que le nom de la particule vient. Tout bêtement, en français, on aurait appelé ça une neutrinette. Mais voilà, c'est pas un Français qui a fait la théorie, c'est un Italien, donc c'est neutrino. Mais du coup, ce petit neutrinette là, pour l'instant, on est d'accord que on l'imagine pour résoudre notre problème de physique, mais on n'a aucune idée de son existence. Et c'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème, c'est que ce neutrino,
Bah, forcément, qu'est-ce qui se passe? Il y a un théoricien qui vient avec une idée, qui dit, moi je propose ça. Très bien, on se tourne vers des expérimentateurs qui disent, bah, je vais construire un détecteur pour vérifier si l'idée elle est bonne ou pas. Mhm. Et ça va mettre 26 ans à se confirmer, cette idée. C'est-à-dire que le neutrino, il va être découvert en 1956, alors qu'il a été postulé en 1930. Alors, entre les deux, il y a un peu une guerre mondiale. C'est vrai. Ça a occupé un peu les gens. Mais voilà, il y a quand même cette question vraiment fondamentale de est-ce que l'énergie est conservée. Elle a mis 26 ans à être résolue. Et entre-temps, on a eu le temps d'écrire une théorie qui décrivait complètement cette particule. Donc ça veut dire que là, on connaissait toute cette particule, sauf qu'on savait pas si elle existait. C'est-à-dire qu'on avait imaginé, vraiment bien imaginé, c'est pas juste comme ça, tiens, si on rajoutait une particule. Non, ça c'est Paoli, il dit, tiens, si on rajoutait une particule. Fermi, derrière, il fait toute Les la calculs. théorie sur comment, tous les calculs sur comment elle interagit, comment elle se comporte, etc. Et ces calculs, ils sont importants pour comprendre pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à la détecter. Et si on n'arrive pas à la détecter, c'est parce que c'est une particule qui interagit extrêmement peu. Elle Euh, interagit par ce qu'on appelle l'interaction faible, qui est la moins probable. alors, petite pause, Antoine, parce que j'ai Oui. quelques questions qui sont déjà apparues un petit peu dans le chat. Donc si tu permets, Alors j'écoute. je te les fais remonter. J'ai Mouche qui demande Fermi. Est-ce que c'est le même Fermi que le fameux paradoxe de Fermi qui cherche Oui, de la vie extraterrestre, la probabilité de vie extraterrestre dans l'univers? Est-ce que c'est le même? c'est le même. C'est le Voilà. même. Fermi, c'est pour moi un des plus grands génies du XXe siècle avec Einstein. Il est moins célèbre que lui, mais il a fait autant de choses et surtout c'est un théoricien et un expérimentateur. Ce que peu de gens sont aussi bons dans les deux domaines que lui. D'accord. Ensuite, j'ai General Lee qui dit, mais attends, du coup, on est en train de chercher une particule dont on définit à l'avance les propriétés, mais sans jamais être capable de le voir. Donc, je cite maintenant General Lee, c'est comme la matière noire en ce moment, finalement. Tout à fait. C'est-à-dire le même problème, on arrive à déterminer mathématiquement les propriétés d'un truc qui nous arrange, mais qu'on n'arrive pas à voir. Exactement. Sauf la théorie qui décrivait le neutrino était plus précise que la théorie qui décrit la matière noire de nos jours. D'accord. Donc, on y arrivait La matière mieux dans noire, les c'est plus énigmatique. Oui. D'accord. On y arrivait mieux dans les années 40 que maintenant sur le problème de la matière noire. Bah, le Euh, problème est mieux circoncis parce que la radioactivité, on connaît bien. ouais, La bah, matière noire, faut décrire tout l'univers, c'est un peu plus compliqué. d'accord. Ok, très bien. Merci. Et puis, alors, on a Yo 38442 qui demande est-ce que le neutrino serait pas un composant de la matière noire? Comme ça, on peut évacuer le problème maintenant. Alors, on s'est posé la question, très sérieusement. Pour la matière noire, on a à peu près cherché tout ce qu'on connaissait en se demandant est-ce que ça peut être de la matière noire. Et on l'a trouvé à chaque fois, ok, ça pourrait expliquer 0,5%, 0,1%, 0,3%. On n'est jamais arrivé au compte total. D'accord. Donc, a priori, la matière noire, telle qu'on la cherche actuellement, c'est de la matière noire qu'on appelle froide, qui n'a pas d'une énergie ultra relativiste. Or, le neutrino, je ne l'ai pas encore dit, mais il a une masse extrêmement faible. Autrement dit, il a une vitesse très élevée, très proche de la vitesse de la lumière. D'accord. Alors là, il y a plein de questions super intéressantes. Une pour remettre Sinerta dans le bon sens, il m'a dit je me suis embrouillé, je crois, dans l'explication. Pour moi, neutron et neutrino, ce sont deux choses différentes. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus? On est complètement d'accord. Le truc, c'est que quand ils ont supposé l'existence du neutrino, comme ils ne connaissaient pas le neutron, ils l'ont baptisé neutron. Et après, ils ont changé les noms. Donc, il y a une confusion qui a daté entre 1930 et 1933. D'accord. Maintenant, bien clair, le neutron, c'est un peu un proton neutre, c'est ce qui constitue les noyaux.
Alors que le neutrino, c'est quelque chose qui apparaît notamment dans la désintégration bêta, qui est très léger, 1 million de fois plus léger qu'un proton, et au Et, moins, parce et, qu'on ne l'a toujours pas mesuré sa masse, et voilà. et qui arrive quand il y a des réactions nucléaires. Voilà. Alors j'ai une autre question, hein, je continue là parce que du coup ça tombe. Donc on Oui. a Général Lee qui espère hein, qu'un jour on va détecter de la matière noire. Donc là je pense qu'on espère à peu près tous qu'un jour on arrive à savoir cette question. Mais Mélix qui pose une question très intéressante, qui dit question bête, mais en fait c'est pas du tout une question bête. Pourquoi est-ce que du coup on a postulé qu'il y avait une seule particule en plus de l'électron et pourquoi pas 2, 3, 5, 10, n? Pourquoi est-ce qu'on s'est dit bah on va en prendre, on va dire qu'il y en a une de plus? Alors, il y a plusieurs réponses à ça. La question, c'est, je pense qu'à l'époque, on n'avait pas la réponse à savoir s'il y en avait une ou plus. On va d'abord commencer par faire simple avant de faire compliqué. Ça, c'est mine de rien, ça n'a pas forcément l'air toujours simple, mais on cherche la simplicité en physique des particules, même quand on vous aligne des équations monstrueuses. Donc pourquoi une? Parce que c'est plus simple, ça suffit. Euh, Ensuite, il y a d'autres propriétés. Quand on a commencé à écrire la théorie de cette particule, c'est devenu évident qu'il en fallait une et pas plus, parce que vous avez quelque chose qu'on appelle le spin. Enfin voilà, il y a des raisons autres. D'accord. Il n'y a pas que l'énergie qu'il faut conserver dans une désintégration bêta. Là, on a vu qu'on voulait conserver l'énergie, on voulait conserver la charge, même charge au début, même charge à la fin. Donc si on a 0 au début, il faut avoir +1, -1, 0 à la fin. Il y a d'autres choses qu'on veut conserver, et pour ça, il valait mieux qu'une seule particule. D'accord. Mais Pardon. ça peut me faire une transition sur le fait que depuis, on a découvert 2 autres types de neutrinos. Donc en fait, il y a 3 neutrinos différents. Eh ben, ça correspond à la question de Lio. Juste te la donne, Ah, juste pour que tu te la mettes vas-y. de côté, parce que je pense qu'à un moment tu vas y arriver. Lio demande quelle longueur d'onde peut-on coller au neutrino? Voilà, est-ce qu'on peut associer une onde à un neutrino? Donc peut-être que tu en auras besoin plus tard. Je te garde ça de côté, puis on continue l'histoire. D'accord. Ok, alors je vais continuer, puis je répondrai Oui, à cette histoire de longueur d'onde ouais, un peu après. Donc, en fait, au cours des années 30, 40, 50, il y a eu énormément de progrès dans la physique de l'infiniment petit. C'est passé de la physique nucléaire à la physique des particules, et on s'est mis à découvrir des particules ressemblant à l'électron, mais plus massives. Et en fait, là, on a vu que notre neutrino, il apparaît avec un électron. Et le neutrino est couplé à l'électron. Il va avec lui. Et puis, comme on a découvert ce qu'on appelle des muons, qui sont des choses qui ressemblent beaucoup à un électron, mais 200 fois plus lourdes, et bien, la logique, c'était que, puisque ce muon ressemblait à l'électron, il devait y avoir un neutrino muonique. Ça a été découvert dans les années 60, je ne saurais plus dire la date, par quelqu'un qui vient de mourir il y a une semaine, qui est Jacques Steinberger, un grand physicien également, voilà, qui a fait beaucoup de choses en physique, notamment il a eu un prix Nobel et il a découvert ce neutrino muonique. Et ensuite, il y a eu une troisième particule ressemblant à l'électron, mais beaucoup plus lourde, qui s'appelle le tau. Alors, les noms viennent des lettres grecques, hein, tau, voilà. Et le neutrino associé, lui, il a fallu attendre l'an 2000 pour le détecter pour la première fois. Donc, il devait y en avoir un, tout le monde était persuadé qu'il y en avait un, sauf que comme d'habitude, il y a besoin d'un neutrino, il y a besoin d'une découverte expérimentale pour valider une hypothèse. Et cette découverte, il a fallu attendre l'an 2000 pour la faire. Donc c'est une particule qui est très difficile à découvrir. Et là, vous voyez à l'écran les 3 familles de particules, l'électron et le neutrino électronique.
le muon et le neutrino muonique, et le taux et le neutrino et le taux. Je te coupe tout de suite. On demande dans le chat, est-ce que ça peut continuer comme ça? Est-ce qu'il pourrait y en avoir un quatrième? Ou est-ce qu'a priori, tout marche bien avec 3? Alors, c'est une question qu'on s'est posée et à laquelle on a partiellement répondu dans les années 90 d'une façon un peu compliquée. Donc, si vous voulez vraiment les détails, je vous le dirai. Bon, je peux vous dire, en fait, il y a une particule qui s'appelle le Z0 et en fait, on regarde en quoi elle peut se désintégrer. Et plus elle peut se désintégrer de façon différente, plus elle va avoir une propriété qui est mesurable. Mhm. Et donc, là, on sait qu'elle peut se désintégrer en E plus, E moins, c'est-à-dire un électron, un anti-électron, un muon, un anti-muon, un taux, un anti-taux. S'il y avait un quatrième, ce serait le quatrième, l'anti-quatrième. S'il y avait un cinquième, le cinquième, l'anti-cinquième. Et donc, s'il y avait plus de choses possibles, ben, ce qu'on appelle la largeur de cette particule, qui est mesurable, serait plus grande. D'accord. Là, on a une largeur de cette particule qui colle parfaitement. Donc, a priori, il n'y a pas de choses au-dessus, sauf si ces choses sont extrêmement lourdes, auquel cas notre expérience n'est pas sensible à ça. Donc, en l'état des Donc c'est connaissances, pour possible, l'instant, mais a priori non. d'accord, on reste avec 3 familles de neutrinos. Voilà. D'accord. Et donc, bah, je te laisse continuer. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais comme la question tombait justement dans ce que tu me Non, disais. mais n'hésite pas à me poser des questions. Et au contraire, n'hésitez pas à me solliciter, hein, c'est avec plaisir que j'essaie de répondre à peu près à ce que vous me dites. Une question que vous pourrez se poser, c'est pourquoi est-ce que c'est si difficile à détecter, et puis comment est-ce qu'on fait pour détecter ces fameuses particules. Et la raison à pourquoi est-ce que c'est extrêmement difficile, c'est que je l'ai dit vite fait tout à l'heure, mais je reviens dessus parce que c'est assez phénoménal, c'est une particule qui interagit extrêmement peu. Tout à l'heure, Pierre vous disait qu'on avait des milliers de milliards de neutrinos qui nous traversaient par seconde. Il faut bien voir que ces neutrinos ne vous touchent pas. C'est-à-dire qu'ils vous traversent et ils n'ont interagi avec aucun de vos atomes. C'est comme si vous n'étiez pas là, pour eux. C'est pas très agréable de se sentir complètement vide comme ça, mais voilà. Et pire que ça, ils ne touchent pas la Terre. On verra tout à l'heure que le Soleil est un grand pourvoyeur de neutrinos, parce qu'en fait, dans le Soleil, il y a des réactions nucléaires, donc en fait, il y a des neutrinos qui sont produits. Le Soleil, il produit énormément de neutrinos que vous pouvez aussi bien mesurer à minuit qu'à midi. La différence, c'est qu'à minuit, ils auront traversé la Terre et vous en trouverez autant qu'à midi. D'accord. Alors il y a une nuance à ça, mais la Terre ne va pas les arrêter. Donc, c'est une particule qui interagit extrêmement peu. Mhm. Et donc, pour la détecter, il faut des détecteurs extrêmement grands. Une question, Oui, Antoine. Est-ce que ces particules n'interagissent pas ou est-ce qu'elles interagissent extrêmement peu? elles interagissent extrêmement peu. Si elles n'interagissaient pas, on ne les verrait pas. Point. Donc, je ne pourrais pas vous en parler. Il n'y aurait pas de souci, d'accord. Il y aurait un souci, mais mais je ne pourrais pas vous en parler. D'accord. Donc, en fait, elles interagissent. En fait, peut-être que tu peux montrer ça quelque part, les quatre forces élémentaires. Oui, je les avais prévus juste à l'instant parce que je savais que tu en aurais besoin. Tac, les voilà. Euh, voilà. Les particules interagissent. Nous, on a 5 sens pour communiquer. Donc, on interagit avec nos 5 sens. Les particules, elles ont 4 modes d'interaction. Le premier, le plus simple, c'est l'électromagnétisme. C'est le plus évident, c'est quand elles se parlent de leur charge. C'est le plus évident parce que c'est celui qui est le plus palpable à notre échelle, on va dire. C'est ce qui fait que les atomes sont des Euh, atomes et que la chimie est de la chimie et qu'un rocher, ça fait voilà. ensemble.
Exactement, c'est ce qui fait tout ce qui est macroscopique, et puis c'est ce qui fait également l'électronique, c'est ce qui fait les ondes radio, c'est ce qui fait tout ça. Ok. Donc voilà. Il y a un autre type d'interaction qui est ce qu'on appelle l'interaction forte. Alors le problème, c'est si on prend notre noyau, si je veux mettre que des protons tous ensemble, les protons ils sont tous chargés positivement. S'ils sont tous chargés positivement, l'interaction électromagnétique fait qu'ils se repoussent. Plus par plus se repoussent, c'est plus par moins qu'ils s'attirent. Donc s'il y avait que l'interaction électromagnétique, le noyau ne serait pas stable. Et ça, ce serait bien embêtant, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de la matière telle qu'on la connaît n'existerait pas. Donc pour que la matière telle qu'on la connaît existe, pour qu'un noyau existe, pour qu'un atome, ce soit des électrons qui tournent autour d'un noyau, il faut une force qui tient les éléments du noyau ensemble. Et cette force, c'est la plus intense que l'on connaisse. Donc on l'a appelée sans grande originalité l'interaction forte. Elle est extrêmement intense, mais elle est de très courte portée, ce qui explique que le noyau est très petit. Un noyau, c'est 100 000 fois plus petit qu'un atome. Très petit. Voilà. Ensuite, la troisième force dont j'ai pas parlé, c'est la gravitation. Pourquoi j'en ai pas parlé? Parce qu'au niveau des particules, c'est la force la plus négligeable. Parce que la masse des particules est extrêmement faible. À l'échelle macroscopique, c'est l'interaction la plus importante. À l'échelle de l'univers, c'est elle qui domine. Mais à l'échelle des particules, c'est pas elle qui domine. Donc, et pour tout vous dire, on n'arrive pas à la mettre bien dans la théorie avec le reste. Donc, pour l'instant, on sait juste qu'elle est négligeable. On la néglige, c'est pas très joli, puis ça marche bien. Du coup, avec la gravitation, on fait des galaxies et des étoiles. Avec l'électromagnétisme, on fait la Terre, les humains et nos cellules. Et avec l'interaction forte, on fait les noyaux dans les atomes. Donc, on a fait tout l'univers. Voilà. Et il y a cette dernière interaction, qui est l'interaction faible, qui est une interaction qui touche toutes les particules. Alors, il faut voir, l'interaction électromagnétique, elle ne touche pas les particules qui ne sont pas chargées. Oui. Les particules neutres n'interagissent pas par interaction électromagnétique. Pareil, l'interaction forte, il n'y a que les particules de la famille du proton et du neutron qui la subissent. Les électrons ne la subissent pas. Ce qui fait que les électrons ne vont pas se coller dans le noyau par interaction forte, parce qu'en fait, comme si quelqu'un qui est aveugle ou quelqu'un qui est sourd, vous lui parlez, il n'entend pas. Il lui manque un sens. Ben, les particules, elles n'ont pas toutes leur sens. D'accord. Et l'interaction faible, elle, par contre, toutes les particules y sont sensibles, mais comme son nom l'indique, elle est extrêmement moins probable que les autres. Et elle a plein de propriétés étranges, cette interaction, et c'est elle qui va permettre, enfin moi je l'aime bien parce que c'est elle qui transforme les choses. C'est elle qui vous permet la radioactivité, qui vous permet à ce que vos noyaux se transforment. C'est une sorte de vie, si vous voulez, mais pas à l'échelle du vivant, pas à l'échelle humaine. Mais voilà. Et le neutrino, lui, il est neutre, donc pas d'interaction électromagnétique. Il n'est pas dans la famille des protons et des neutrons, donc pas d'interaction forte. Donc il lui reste que cette interaction faible, qui fait qu'il interagit extrêmement peu. D'accord. C'est-à-dire que cette interaction faible, elle existe que lorsque deux particules quasiment se touchent, se frôlent, sont très proches l'une des autres, et comme la matière est essentiellement faite de vide, ben nos neutrinos, ils traversent tout ça sans jamais toucher quoi que ce soit. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ok. Mais du coup, ça veut dire que de temps en temps, rarement, quand les deux épingles qu'on se jette l'une contre l'autre, elles finissent par se toucher, on a quand même un neutrino qui de temps en temps peut taper la matière. Exactement. Et c'est comme ça qu'on va réussir à le détecter. Et c'est pour ça que si on veut maximiser les chances de le détecter, il faut des détecteurs immenses. Beaucoup de matière. Alors, je vois là dans le chat des gens qui parlent de détecteurs de glace, et puis j'ai vu le mot saveur au-dessus. Alors, je vais d'abord parler des détecteurs, puis après on parlera de la saveur. Donc, les détecteurs, typiquement, on en prend des très gros, et un des plus célèbres, c'est le détecteur Super Kamiokande, qui est une immense piscine d'eau de 40 mètres de haut par 40 mètres de diamètre. Alors, C'est une belle piscine. tu m'avais donné une photo, donc je te mets le schéma ou la photo?
Bon, tu peux mettre le schéma pour commencer, puis voilà, pour Allez, montrer un peu le la schéma. machine. Le voilà. Et ce détecteur, il est sous une montagne au Japon. On se met sous les montagnes pour détecter les neutrinos parce que on veut un environnement extrêmement propre, extrêmement pur, et que la meilleure façon pour ça, c'est de se cacher de tout ce qui vient de l'extérieur, pas forcément de ce que les hommes font, mais de ce que la nature fait. Donc sous une montagne, on est caché par la roche. Et là, vous voyez le complexe. Donc c'est un tunnel, hein, qui arrive avec des salles de contrôle, etc., qu'on voit sur la droite. Et puis ensuite, vous voyez là l'immense réservoir. Donc je vous dis 40 mètres de haut, 40 mètres de diamètre. Ça fait 50 000 mètres cubes d'eau, 50 000 tonnes de détecteurs. D'accord. Et sur ce détecteur, oui. J'imagine que les physiciens vont pas plonger dedans. Qu'est-ce qu'on fait avec cette eau? Alors, le premier qui plonge va se faire gronder très fort parce que c'est de l'eau extrêmement pure, qui est mise à l'intérieur, qui est purifiée, etc., constamment. Et si vous regardez les petits points qu'il y a sur les parois, c'est ce sont des détecteurs de lumière. Ce sont de très gros photomultiplicateurs, les plus gros du monde. Et peut-être que tu peux montrer l'image maintenant parce que c'est impressionnant, la Oui, photo. elle est Merci, ici. Pierre. Ces détecteurs de lumière, ils vont détecter la lumière que va faire une particule. Le neutrino, quand il va interagir dans l'eau, donc il faut qu'on ait la chance d'un neutrino qui interagisse dans l'eau, il va se transformer. Et il va se transformer soit en électron, soit en muon, soit en tauron, suivant qu'on avait un neutrino mu, un neutrino tau ou un neutrino électronique au départ. Là, voilà ici l'image. Et une fois qu'ils aient détecté qu'ils aient, comment dire, transformé dans une particule, la particule qui passe dans l'eau va émettre un petit peu de lumière en passant dans l'eau. C'est ce qu'on appelle l'effet Cherenkov. Et cette lumière, elle va être détectée sur les côtés, sur les parois du, du détecteur. Et donc, D'accord. on est capable de savoir quand est-ce qu'il y a un électron ou un muon qui est passé. Et ce détecteur, il a quand même récolté 2 prix Nobel euh, à force de travail. D'accord. Alors j'étais en train de chercher parce que il y a des images qui sont très très jolies. Donc tu le disais, en fait, au final, on détecte un neutrino dans cette piscine parce que les rares fois où un neutrino interagit avec une particule de l'eau de la piscine, ça fait un petit flash de lumière, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Et du coup, je voulais juste vous montrer ici un petit flash de lumière de Super Kamiokande. Hop, voilà. Donc ce petit flash de lumière, eh ben, il va imprimer les détecteurs qui sont plaqués sur le mur de la piscine. Et donc on a ces jolies formes qui sont ici. Ouais, c'est vrai que c'est très esthétique en plus. C'est très joli. Alors, j'ai juste quelques questions, Antoine, pendant que tu étais en train d'expliquer tout ça. Oui. Une question d'une personne qui revient un peu sur tes quatre forces fondamentales, qui dit bon bah j'ai bien compris comment est-ce que ça fonctionne tout ça. Il y a des forces qui permettent aux particules de parler les unes avec les autres. Mais du coup, comment est-ce qu'elles se parlent? Donc je lis, hein, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment ces forces fonctionnent. Oui. Qu'est-ce qui concrètement transporte ces forces et comment est-ce que ça apparaît ça? Comment est-ce que les particules se c'est quoi le son qui va d'une particule à l'autre? Comment est-ce que ces forces se transportent d'une particule à l'autre? Alors là, on va très loin dans la physique des particules. Je ne pensais pas qu'on aborderait ça, mais très bien. Tout à fait. Une interaction a besoin d'un messager. Là, bah, enfin, nous, pour qu'on interagisse, il y a Internet qui nous sert de messager. Il y a quelque chose qui transporte des informations de vous à moi. Et ben, en physique, en règle générale, une information, elle est portée par quelque chose. Et donc, dans le petit tableau des particules élémentaires, il y a des particules qui ont des propriétés différentes
certaines sont ce qu'on appelle les particules de matière, parce que c'est ce qui va fabriquer les noyaux, les protons, les neutrons et les électrons. Et puis d'autres sont des particules qui ont des propriétés différentes, qu'on appelle des bosons, Hop, plutôt que de les appeler des je te, fermions. je te mets là, je bosse à Tu mets le fond en schéma, le permanence. tableau? Hop là, ouais, le Eh modèle ben oui, standard. ça te fait jongler, hein. Ouais, c'est ça. Euh, Dans, dans, et ces particules qu'on appelle des bosons sont des particules qui vont transporter l'information. Pour l'interaction électromagnétique, on le connaît bien, c'est le photon. Le photon, c'est la particule de lumière. Et justement, ben voilà, donc si des particules veulent échanger sur leur charge, autrement dit, ben voilà, moi je suis plus, toi t'es moins, comment est-ce qu'on se tire, est-ce qu'on se repousse, etc. Elles vont s'envoyer des photons. Et il y a un photon qui va aller d'une particule à l'autre particule, transportant cette information. Alors ça, c'est au niveau élémentaire, hein. Donc à un instant donné. Donc, et pareil, si vous êtes dans le noyau, les particules qui vont permettre de se parler sont les gluons dans l'interaction forte, qui vont faire que les protons et les neutrons restent ensemble. donc Alors ça, ensuite, les particules médiatrices de l'interaction forte, du coup, c'est les rouges qui sont en haut. Les particules médiatrices de l'électromagnétique, c'est les jaunes, c'est les photons. Et donc comme ça, chaque force a ses particules médiatrices. voilà. Ok. Les particules de l'interaction faible s'appellent les bosons Z0, W+, W-. Là, il y en a 3. Donc c'est Le photon, il y en a ZW une. Les gluons, il y en a, j'ai 8, un trou, 8. 8 je crois. 8, oui, il y en a 8, c'est bien ça, c'est 8. Euh, donc voilà, il y en a parfois plusieurs. Et une des explications de l'interaction faible et peu probable, c'est que les bosons sont très massifs. Donc en fait, il faut pouvoir les créer pour transporter de l'information. Donc pour interagir, pour dire tiens coucou, moi je interagis par interaction faible, est-ce que tu veux interagir avec moi? Le messager est difficile à fabriquer, alors que les photons c'est beaucoup plus facile de fabriquer le messager. C'est Euh, la différence entre envoyer une lettre et puis graver dans le marbre. Ben, graver dans le marbre, c'est plus difficile, donc vous envoyez moins de lettres quand vous devez graver dans le marbre. D'accord. Donc les fermions, c'est la famille de gauche, donc c'est les verts et les bleus. Donc ça, c'est les particules réelles qui se lancent les unes contre les autres et qui interagissent entre elles. Et puis à droite, les bosons, donc ce sont les particules qui servent aux premières pour communiquer entre elles. Voilà. Alors Et ça ensuite, quand on parle des particules, on parle de choses élémentaires. Si on veut parler de comment ça fonctionne dans l'atome, on va plus parler on va faire des moyennes. Parce que l'atome, l'électron, il tourne. On pourrait faire le calcul, on pourrait s'amuser à faire le calcul chaque instant, l'un après l'autre, mais ce serait infiniment complexe. Donc là, on va pouvoir utiliser l'électromagnétisme pour qui moyenne un peu, si vous voulez, tout ça. d'accord. Alors, il faut l'électromagnétisme et puis il faut mettre la mécanique quantique dedans quand même. C'est pas tout simple, tout simple. Mais voilà. D'accord. Et j'ai Et c'est la Lio. mécanique quantique qui explique que c'est stable. D'accord. Alors justement, j'ai Lio qui n'est pas allé sans remarquer que les fermions avaient une étrange consonance avec un des physiciens dont on parlait depuis tout à l'heure, Oui, et qui dit encore un exemple des exploits de Enrico. tout à fait, tout à fait. Et boson, il y a un monsieur Bose D'accord. également. Donc, Monsieur Fermi et Et Monsieur Bose. voilà. Mais parce que cette théorie a commencé à être, justement, c'est quand la théorie sur le neutrino s'est mise en place que la définition de fermion et de boson a pris du sens. D'accord. Je vous dis, Fermi, c'est un grand physicien, hein. Alors, si tu permets, hein, maintenant je reviens parce qu'il y a plein de questions qui se posent, des questions qui se posent de nouveau sur ce fameux détecteur dont tu nous avais parlé tout à l'heure, là où on voit toutes ces petits détecteurs de lumière posés sur le mur de la piscine. Alors, une question toute simple de Yav ou Lave, je sais pas, qui demande pourquoi de l'eau. Réponse toute simple parce que c'est facile et que c'est pas cher. Non, mais non, alors, réponse plus complexe. Le problème, c'est qu'on veut un détecteur très massif. Et donc, il faut quelque chose, il faut qu'on pouvoir acheter 50 000 tonnes de quelque chose.
On a fait des détecteurs de neutrinos qui contenaient autre chose que de l'eau. Il y a des produits scintillants, etc. On n'arrive pas à avoir ces volumes-là pour des histoires de coûts. Entre autres, l'eau, c'est facile d'en avoir, c'est facile de la purifier, etc. Ensuite, euh, il y a eu plein de détecteurs différents de neutrinos. Celui-là, si je vous le présente, c'est parce qu'il a eu beaucoup de succès, justement parce que l'idée est géniale, parce qu'il est relativement simple conceptuellement. C'est une grande piscine. Ça, c'est assez simple sur le principe. Et ensuite, le détecteur de lumière, bah, c'est quelque chose, voilà, l'effet de Cherenkov qui permet cette production de lumière, c'est quelque chose qui était bien connu, donc c'était une façon de fabriquer le détecteur. Là, maintenant, le projet actuel, c'est de l'argon liquide. Donc Donc, c'est c'est plus compliqué. plus compliqué. Plus cher On aussi. prend de l'argon, c'est plus cher, etc. Mais parce qu'on est un peu arrivé au bout de cette technologie-là et qu'on veut faire quelque chose de plus, on a besoin de plus de précision. D'accord. Une autre question? J'y vais, je continue? Vas-y, vas-y. Alors, j'ai Arioff qui s'extasie un peu sur ce joli modèle dont on parlait tout à l'heure, là, ce modèle avec toutes les particules qui étaient les unes avec les autres, et qui disait, alors c'est le modèle là, ces particules entre guillemets élémentaires, le sont-elles vraiment? Car avec une telle structure si régulière et symétrique, on dirait qu'elles sont composées de particules encore plus élémentaires. Bonne question. Je renvoie la balle au théoricien. Et expérimentalement, non mais c'est vrai, je veux dire, c'est une question qui est pas idiote parce que atome, ça veut dire en grec, ça veut dire un truc comme insécable ou quelque chose comme ça. Donc le concept de l'atome à la fin du 19e siècle, c'est que c'était la particule élémentaire. 120, 130 ans après, on a carrément changé d'idée. Donc, je ne vais pas faire le prétentieux en vous disant non, non, c'est élémentaire, et puis dans 100 ans, il n'y aura pas un type génial qui aura trouvé un truc plus petit. Il y a des théories qui cherchent ça, qui cherchent notamment les théories des cordes, etc., qui cherchent à décrire autrement les particules, et puis à décrire les particules comme étant des états excités de, voilà, de ces fameuses cordes. Euh, je suis pas très fort là-dedans pour vous en parler, donc je vais pas m'aventurer sur ce sujet trop loin. C'est aussi extrêmement complexe. D'accord. Donc pourquoi pas, mais dans À l'état voir. actuel des connaissances, c'est ce qu'il y a de plus petit. Et D'accord. pour rassurer Arioff, Fermi a un prix Nobel, D'accord. Ouais, en effectivement, parce plus. que en plus. Alors, une question du coup sur justement une question plus sur les dispositifs. Donc j'en ai deux des questions. Une première de Lio qui demande, puisque ces neutrinos sont créés dans des réactions nucléaires, est-ce qu'on peut utiliser alors ce qu'il appelle des détecteurs neutrinoniques pour surveiller les activités nucléaires sur la planète? Réponse. Alors, réponse oui. Ça a été un moyen un peu malhonnête pour les physiciens des neutrinos de trouver des financements. Parce que, alors, l'avantage du neutrino, c'est on pourra pas le cacher. Mais en fait, il y a des façons de détecter l'activité nucléaire autre euh, Qu'en détectant des qu'avec un neutrinos. détecteur de neutrinos. Voilà. Et le détecteur de neutrinos, il faudra en faire un très gros, puis il faudra en faire plusieurs pour faire de la triangulation, pour savoir d'où viennent les neutrinos, etc. Donc, c'est euh, c'est pas forcément une bonne idée d'un point de vue militaire, c'est une bonne idée pour récupérer des sous et faire de la belle physique avec. D'accord. Oui, puis si ton espion il doit se balader avec une cuve d'eau de 50 000 tonnes sur le dos, ça va pas Oui, passer. c'est pas discret, hein. C'est pas discret un détecteur de neutrinos. D'accord, ok. Et puis pour terminer sur la partie dispositif et détecteur, j'ai une dernière question qui était un petit peu plus haute. Alors du coup, je l'ai ah voilà, c'est Yo 38442 qui parlait aussi de détecter de neutrinos sous la glace. Ah oui, oui, on a été. Alors tout à fait. Parce qu'il y a plein de types de détecteurs différents et comme on veut faire de la masse, il y a un moment, on se dit tiens, si on utilisait notre bonne vieille terre comme détecteur.
Donc là, j'ai plus besoin. En gros, l'idée, c'est je vais plus construire la piscine parce que c'est compliqué. Je vais juste construire les parties de détecteurs qu'on a mis autour de la piscine. Et il y a deux types de projets différents, plus ou moins sympathiques et plus ou moins efficaces. Il y en a en mer. Il y a des projets comme ça dans la Méditerranée. Alors ça, c'est plus sympathique pour le physicien qui va savoir travailler en maillot de bain. Mais c'est plus compliqué parce que la mer, c'est plein notamment d'animaux, d'animaux vivants, de bactéries, de choses comme ça. Donc c'est plus difficile à mettre en place. Et puis il y a la glace et c'est moins sympathique parce que le maillot de bain est plus difficile à porter au pôle sud. Mais d'un point de vue technique, la glace quand on creuse, quand on fait des carottes, elle est extrêmement pure, elle est très transparente. Donc elle a toutes les bonnes propriétés qu'il faut pour faire une bonne cible pour les neutrinos. Il n'y a plus qu'à l'équiper, entre guillemets, avec des détecteurs. Et c'est ce qui a été fait au pôle sud. Donc on creuse des carottes et on descend des détecteurs à l'intérieur qui détectent la lumière. Donc même principe que Super Kamiokande. Et là, on a des zones de l'ordre d'un kilomètre cube équipées. Donc c'est plus 50 000 mètres cubes, c'est un kilomètre cube. Donc c'est ce fameux détecteur Ice Cube qu'on voit ici, là, où à la surface les physiciens se tiennent au chaud, et en dessous, du coup, au lieu de mettre les détecteurs de lumière autour de la piscine, on les met carrément au milieu de la glace, et on attend qu'un neutrino passe dedans, et fasse de la lumière. Voilà, c'est ça. D'accord. Et alors ça, ce sont des détecteurs qui vont. Alors ça, c'est aussi intéressant. C'est un détecteur qui n'est pas trop fait pour étudier le neutrino. C'est un détecteur qui est fait pour utiliser le neutrino pour étudier l'univers. Et ça, c'est une des choses nouvelles de la physique des neutrinos. On commence à bien connaître cette particule et on peut s'en servir comme messager. Donc, vous savez qu'on regarde l'univers en photons, avec de la lumière, des ondes radio, etc. Vous avez sans doute entendu parler des ondes gravitationnelles, qui sont le nouveau messager depuis 5 ans, qui permettent d'avoir des informations sur l'univers. Et depuis un peu plus depuis, je sais pas, 20 ans ou quelque chose comme ça, ou 30 ans, on commence à étudier l'univers en neutrinos. D'accord. Et ben justement, alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, il y avait plein de questions, il est 18h58, il nous reste encore un peu de temps, pas beaucoup, mais justement, on a l'occasion parfaite là de terminer avec cette partie où on fait le pont entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Donc tu nous disais qu'effectivement des neutrinos, ça provient d'un peu partout dans l'univers. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qu'il y a qui produit des neutrinos? Est-ce qu'il y en a plus d'un côté, moins de l'autre? Voilà, d'où ils viennent tous ces neutrinos, mis à part des centrales nucléaires sur Terre, mais bon, ça c'est très ponctuel. Ça vient d'où tout ça? Alors oui, et ça revient à la question des saveurs qui était posée aussi tout à l'heure et qui est une des choses très importantes de laquelle j'ai pas parlé. Donc ces neutrinos, ils sont produits sur Terre. Il y a deux sources principales de neutrinos. Ce sont les neutrinos solaires. Donc, dans le Soleil comme toutes les étoiles, mais le Soleil étant proche de nous, on en reçoit beaucoup. Il y a des réactions de fusion dans le Soleil, et ces réactions de fusion produisent des neutrinos. Et donc ces neutrinos, ils nous arrivent sur Terre. Et la deuxième source de neutrinos importante, c'est ce qu'on appelle les neutrinos atmosphériques. Et ces neutrinos atmosphériques, ils sont créés quand il y a des particules, des noyaux, des protons qui se baladent dans l'univers et qui arrivent sur Terre. Et ça, il y en a énormément. Hein. Un proton, c'est rien, il s'est décroché d'une étoile, il se balade, voilà, ça arrive. Il arrive dans l'univers, et là, quand il rentre dans l'atmosphère, il va déposer son énergie en créant notamment des muons, qui vont se désintégrer en donnant naissance à des neutrinos muoniques. Et donc, on a deux sources de neutrinos importantes sur Terre, une de neutrinos électroniques qui viennent du Soleil, une de neutrinos muoniques qui viennent De ces particules protons, cosmiques. neutrons, voilà, ces particules cosmiques. Et pour reprendre le mot saveur qui a été utilisé tout à l'heure par quelqu'un dans les commentaires, tout bêtement, la famille de neutrinos, on appelle ça la saveur.
Donc, le neutrino muonique, c'est une saveur, le neutrino tau, c'est la deuxième saveur, le neutrino électronique, c'est la troisième saveur. Il y a 3 saveurs différentes. Pourquoi ce mot saveur? J'en sais rien, mais c'est simplement une façon de distinguer les 3. D'accord. Et une des grandes... Je parle juste du problème des neutrinos Oui, solaires vite fait. je t'en prie, bien sûr. On déborde un tout petit peu, je suis désolé, mais c'est quand même... Tu nous dis quand il faut que tu y ailles, pas de souci. D'accord. Cette grande question qui s'est posée dans les années 70 des neutrinos solaires, c'est ce que je disais au tout début. C'est que ce neutrino, quand on commence à le connaître, il nous pose un problème. Et le problème, c'était qu'on avait des modèles qui décrivaient le fonctionnement du Soleil, et donc on avait bien imaginé comment la fusion se passait à l'intérieur, etc. Et donc on imaginait, on pouvait calculer le nombre de neutrinos qui nous arrivaient sur Terre. Et quand on a voulu mesurer ce nombre de neutrinos, on en a trouvé moitié moins. Et ça a duré longtemps. Ça a duré 30 ans comme ça, de mesures dans lesquelles on en a moitié moins, on améliore les détecteurs, etc. C'est pas, enfin, au début, on peut penser à une erreur expérimentale, surtout que ce sont des expériences difficiles à mettre en place. Au bout de 30 ans, on est sûr que c'est plus une erreur expérimentale. C'est donc qu'il y a, soit on n'a pas rien compris au Soleil, soit c'est qu'il y a un autre souci. D'accord. Donc voilà, comme avant, gros problème. Et l'idée, ça a été que ces neutrinos pouvaient changer de saveur. Que les neutrinos qui étaient fabriqués, neutrinos électroniques dans le Soleil, pourraient arriver sur Terre comme étant autre chose que des neutrinos électroniques. Or, comme les détecteurs qu'on avait fonctionnaient que pour les neutrinos électroniques, on ne les voyait pas. Et ça a été donc, encore une fois, une explication, mais l'explication, maintenant, c'est bien gentil de dire, c'est normal qu'on le voit pas. C'est pas suffisant comme explication. Il faut un peu dire, ok, c'est normal qu'on le voit pas, maintenant, il faut le voir, parce que si on le voit pas, c'est pas de la science, c'est pas de la physique. Je te mets un petit schéma de, hop, voilà, ici, si t'en as besoin. Ok. Euh, alors, je ne vois pas apparaître tout de suite, mais c'est pas grave. C'est quoi? C'est l'oscillation des neutrinos entre le Soleil et la Terre. D'accord, voilà. Et donc, c'est cette idée que ces neutrinos se transforment les uns dans les autres. Et en fonction de où on se trouve, justement, entre le Soleil et la Terre, on va voir plus ou moins des neutrinos électroniques, des neutrinos mu, des neutrinos tau. Et cette oscillation, elle dépend de l'énergie du neutrino et puis de paramètres caractéristiques. Et le problème, il a vraiment été résolu, justement par le détecteur Super Pinocchio quand il regardait les neutrinos atmosphériques. Pourquoi? Parce que l'avantage des neutrinos atmosphériques, c'est qu'ils n'ont pas la même énergie que les neutrinos solaires, et donc l'oscillation n'est pas la même. Et entre un neutrino qui est fabriqué au-dessus de ma tête et qui parcourt juste l'atmosphère au-dessus de ma tête, et un neutrino qui a été fabriqué de l'autre côté de la Terre, qui a traversé l'atmosphère de l'autre côté de la Terre, puis qui a traversé toute la Terre et qui arrive dans mon détecteur, il y a une différence de distance qui était la bonne pour montrer que d'un côté, ceux qui venaient du haut n'avaient pas eu le temps de se transformer. Donc on mesurait bien dans ce qui venait du haut qu'on attendait, et ce qui venait du bas, on en mesurait plus que la moitié, parce que l'autre moitié s'était transformée. Et donc ça a permis de prouver, parce que là, c'était plus une erreur de détecteur, c'était le même détecteur. Simplement, ce qui venait du haut, s'était pas transformé, ce qui venait du bas, s'était transformé. Et on a réussi à prouver le problème des neutrinos solaires, et j'ai vu quelqu'un parler de ça aussi tout à l'heure dans les commentaires, grâce à un détecteur qui était au Canada, qui était un détecteur à eau lourde. Donc on peut mettre de l'eau lourde plutôt que de mettre de l'eau, et si on met de l'eau lourde, il y a des réactions supplémentaires qui peuvent se produire dans le détecteur, qui fait qu'on a été capable de mesurer le flux de neutrinos total venant du Soleil sans savoir si c'était des neutrinos électroniques, muoniques ou tauiques. Et le flux total collait pile poil avec les prédictions théoriques. Donc on avait un flux de neutrinos électroniques moitié plus petit, et un flux de neutrinos total qui était le bon. Conclusion, les neutrinos se sont transformés dans les deux autres. D'accord. Et c'est ce qui nous tient encore à étudier le neutrino maintenant, c'est de tout comprendre de ce phénomène d'oscillation.
D'accord. Qui se passe finalement partout dans l'univers, et entre autres, entre le Soleil et la Terre. Est-ce que, juste pour terminer, est-ce que des neutrinos viennent d'ailleurs que le Soleil? Euh, voilà. Alors, ils vont venir enfin, les sources principales sur Terre, c'est l'atmosphérique et le Soleil, mais ils vont venir de n'importe quelle étoile, sauf que comme ils viennent de plus loin, il y en aura moins. D'accord. Notamment, ils vont venir des supernovas. Une supernova, c'est une sacrée usine à neutrinos. Ça fabrique un gros boost de neutrinos. Et pour l'instant, il y a une supernova qui a été détectée en neutrinos dans le détecteur qui précédait Super Kamiokande, qui s'appelait juste Kamiokande, qui était le même en plus petit, où ils ont eu une dizaine de neutrinos dans la journée, alors qu'ils en avaient en général une dizaine en quelques minutes, alors que normalement ils en avaient quelques-uns par jour, parce que là ils ont vu des neutrinos qui venaient d'une supernova. Et depuis, il y a des détecteurs de neutrinos qui attendent les supernovas, voilà. D'accord. Et ensuite, les autres neutrinos, ça va être des neutrinos qui vont venir de la radioactivité naturelle sur Terre, donc ce qu'on appelle les géoneutrinos, voilà, de tout ce qui est radioactivité qui nous entoure, les géoneutrinos ou bien les centrales nucléaires, parce que les centrales nucléaires, c'est aussi des sacrées usines à neutrinos. Et c'est bien la chose la moins dangereuse que fabriquent les centrales nucléaires. D'accord. Ok. Par Euh, contre, ils échappent. Hein. donc effectivement, on est d'accord que les neutrinos, alors tu nous as raconté un peu leur histoire, on est très très loin de les avoir abandonnés dans la recherche ou de considérer qu'on sait tout sur eux. Juste pour terminer, tu confirmes que c'est encore aujourd'hui un sujet de recherche très actif dans plein de domaines différents, que ce soit l'infiniment petit ou l'infiniment grand. Tout à fait. Tout à fait, parce que donc maintenant, ce phénomène d'oscillation dont j'ai parlé un peu vite, hein, je suis désolé, on commence à bien le connaître, à bien le comprendre, et ça a été des grandes questions pendant longtemps. Donc on peut se dire très bien, je connais tout sur le neutrino, mais il va encore nous en faire une bonne. Et on est en train de fabriquer maintenant un faisceau de neutrinos qui va être tiré de Fermilab aux États-Unis, c'est pas loin de Chicago, et il va être tiré à travers la croûte terrestre pour arriver 1200 km plus loin dans une ancienne mine d'or qui s'appelle Homestake, où maintenant il y a un détecteur qui est en train d'être construit. Et donc là, si on va aller tirer un faisceau, c'est justement pour étudier ces oscillations, mais on va les étudier en dominant tout, c'est-à-dire qu'on domine la source et on domine l'arrivée. On sait ce qu'on envoie, on sait ce qu'on récupère. Donc ça, c'est l'idée. Et pourquoi on fait ça? Parce que tel qu'il est configuré, ce faisceau de neutrinos, on a la possibilité de mesurer quelque chose qui s'appelle la violation de CP dans les neutrinos. Alors, c'est quoi cette histoire? C'est un truc qui explique pourquoi est-ce que dans les réactions entre particules, il y a plus de matière que d'antimatière qui se crée. Et ça, c'est une des questions fondamentales de l'univers. Au départ de l'univers, on avait autant de matière que d'antimatière de créer, et au fur et à mesure, la matière a gagné. Puisqu'on est constitué de matière, on n'est pas constitué d'antimatière. Et non seulement nous, mais les planètes, on a cherché de l'antimatière dans l'univers, on n'en trouve pas de façon constituée. Et donc, c'est que la matière a gagné cette bataille, et on a découvert des réactions qui permettaient en effet de faire que c'était pas symétrique, donc on faisait un peu plus de matière que d'antimatière, mais ces réactions ne sont pas suffisantes pour que l'antimatière ait complètement disparu. C'est un des paradoxes de Kasparov. Et peut-être que le neutrino peut apporter une réponse à cette question. C'est-à-dire que si le neutrino il a aussi une asymétrie entre ses réactions pour fabriquer de la matière, ses réactions pour fabriquer de l'antimatière, s'il est plus tourné vers la matière aussi, peut-être qu'il va nous permettre d'expliquer quelque chose dans la création de l'univers du Big Bang à nos jours, Et donc à d'expliquer travers pourquoi nous cette sommes là. expérience. Et voilà. D'accord.
Eh bien écoute, je pense que c'est une très bonne phrase de conclusion. Peut-être que notre destin et notre existence pourra s'expliquer grâce à ces futurs faisceaux de neutrinos que l'on construit et que l'on va utiliser. Il y avait encore beaucoup de questions. Je pense qu'il aurait fallu prendre 2-3 heures pour arriver à parler de toutes les questions des spectres de neutrinos dans les étoiles, du décalage vers le rouge cosmique des neutrinos, de la matière et d'antimatière. Tu as déjà pu nous en parler un petit peu. Malheureusement, l'heure touche à sa fin. Il est 19h10. Je sais qu'il faut que tu y ailles aussi. Du coup, on a déjà passé un bon moment pour voir toutes les bases là-dessus. Plusieurs personnes dans le chat ont beaucoup apprécié ta capacité à vulgariser. Donc je voulais aussi te faire Ah bah remonter merci. ça. Il y a beaucoup de personnes qui te disent merci de vulgariser et d'expliquer aussi simplement ce genre de choses. Donc je m'associe à eux pour vraiment te remercier d'avoir été là, d'être revenu pour nous parler, pour nous raconter encore une C'est un nouvelle plaisir. chose. Voilà, donc c'est un plaisir partagé. Merci à toi donc Antoine d'avoir été là. Merci à vous d'avoir aussi été parmi nous, de nous avoir posé toutes ces fascinantes questions, de nous être toujours fidèles dans cette découverte de l'univers. Voilà. Et puis juste niveau planning, eh bien je vous propose, pour ceux qui le veulent, que l'on se retrouve demain pour une dernière session avec le Planétarium ensemble ici sur cette chaîne Twitch du Planétarium de Vaux-en-Velin. Demain à 16h pour un Mediator at Home où l'on terminera avec le petit logiciel Kerbal Space Program à comprendre comment est-ce qu'on se déplace dans l'espace et comment est-ce qu'on va jusqu'à Lune. On reproduira un petit peu ce qui s'est passé en 1969 et on continuera de parler de mécanique spatiale. Voilà. Merci beaucoup à tous. Une nouvelle fois, merci Antoine. Et on se retrouve tous Merci à vous. très bientôt. Voilà, bonne soirée à tous et restez curieux. Au revoir.